J'étais en train de me noyer entre ma morve et mes larmes. J'ai la profonde impression que cette série m'a changé. Tout le monde est unanime pour dire que cette série, c'est un sans faute. Hi! Aujourd'hui, je viens vous parler de K-drama et de K-drama only. On va très rapidement démystifier le terme K-drama. Ça veut tout simplement dire série coréenne. J'ai regardé ma première série coréenne il y a de ça 1 an et depuis ça, il n'y a pas eu de retour en arrière. Je pense que 99% des séries que je consomme sont maintenant coréennes. Je vous ai donc concocté une petite sélection de 5 séries coréennes qui sont, in my opinion, une très belle entrée en matière. En ce qui concerne ces 5 séries que je vais vous présenter, sachez que la plupart sont traduites ou doublées sur Netflix et il n'y en a qu'une seule, il me semble, qui est disponible sur une autre plateforme. On y reviendra plus tard. Si vous êtes comme moi il y a 1 an, il est très fort probable que vous ayez très peu de connaissances sur la pop culture coréenne, voire pas du tout. Et je tiens à faire une toute petite parenthèse avant qu'on commence, parce que si tu consommes uniquement des séries US ou des séries occidentales, il faut savoir que les dramas coréens ont une vibe bien à eux et donc bien différente de ce que vous consommez généralement. Déjà, la plupart sont pensés comme des histoires complètes, donc vous avez généralement une seule saison avec, allez, 12, 16 ou 20 épisodes et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de poireauter, d'attendre la saison 2, 3, 4, bon, à part pour Squid Game. D'ailleurs, je le mentionne pas dans cette collection, mais Squid Game est bien connu maintenant et pour de bonnes raisons, donc si vous voulez commencer par ça, je vous invite grandement à le faire. Mais voilà, généralement, en une saison, c'est fait. Mais ce qui peut vraiment surprendre au début, c'est le ton. Le jeu d'acteur peut paraître très exagéré si tu n'as pas l'habitude. C'est archi expressif, voire théâtral, voire des fois absurde. Et c'est normal que ça déroute au début parce que ça s'éloigne complètement du naturel qu'on attend toujours dans les séries occidentales. Je trouve que ça peut faire penser aux telenovelas, dans le sens où les émotions sont très intenses, très visibles. C'est pas une caricature, c'est juste une manière différente d'exprimer ses émotions. Et je vous jure qu'une fois que vous arrêtez de résister, que vous vous laissez porter, parce que moi au début j'étais comme ça, hein, je me disais I don't get it, what's the hype? Parce que j'étais pas du tout habituée, mais une fois que vous lâchez du lest et que vous vous laissez porter, ça y est, vous allez avoir débloqué un nouveau monde. Et quel monde! Et puis, on va pas se le cacher, visuellement, les séries sont pour la plupart du temps des pépites. Cadrage, lumière, musique, rien n'est laissé au hasard. Je trouve qu'ils ont un goût du détail, tout est hyper soigné, chaque plan est bien pensé. Et moi là, j'adore. Donc, si vous vous apprêtez à regarder votre première série coréenne, sachez juste que ça va pas être une énième série, mais vous allez découvrir une toute autre façon de raconter des histoires. Et une fois que vous rentrez là-dedans, vous êtes cuite, mais dans le bon sens du terme. Je parle uniquement de séries coréennes dans cette vidéo, mais par pitché dans les commentaires. J'attends votre top 5 ou même votre top 10 de vos séries préférées de tous les temps. Ça peut être français, ça peut être canadien, ça peut être danois, ça peut être turc, mexicain ou que sais-je. S'il vous plaît, donnez-moi votre top 5 ou 10 de vos séries préférées, parce que moi je suis toujours en recherche pour élargir mes horizons. Trêve de bavardage, commençons. When Life Gives You Tangerine. Alors là, sur cette série, je dois faire un disclaimer. Si jamais, au grand jamais, vous commencez les séries coréennes avec When Life Gives You Tangerine, il y a moyen que vous vous tiriez une balle dans le pied et que vous placiez la barre tellement haute que rien ne vous satisfera après le visionnage de cette série. C'est un chef-d'œuvre et je pèse mes mots. J'en ai déjà parlé dans mes favoris du début d'année, je crois. Et il y a plein de personnes qui ont du coup passé le pas des séries coréennes grâce à ce drama-là. Tout le monde est unanime, cette série c'est une œuvre d'art. Ce drama m'a retourné calmement, sans prévenir. Je m'attendais à rien, j'ai été plus que servie. Cette série va principalement suivre la vie de Hae-sun et de Kwon-sik, qui vont être les personnages principaux, mais pas que. Parce que cette série est multigénérationnelle, donc on va aussi suivre la génération qui précède et la génération qui suit. En tout cas, la série commence avec ces 2 personnages principaux sur l'île de Jeju dans les années 50. Alors oui, il y a une histoire d'amour, mais il y a tellement plus que ça. Ce n'est pas une romance, ça va être une série qu'on appelle tranche de vie. On va suivre la vie, les mondanités, le quotidien, que ce soit dans les hauts et les bas, on va
tout voir de cette famille. Il y a 16 épisodes découpés en 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. On les voit grandir, vieillir, se rater, faire des erreurs, réparer, etc., etc. C'est parfois doux, c'est parfois très brutal. Et étrangement, même si à première vue on n'a rien à voir avec les personnages, ça finit quand même par toucher quelque chose de très personnel, de très intime. Overall, j'ai été une flaque pendant toute la série. Je me souviens regarder l'un des épisodes dans notre avion retour depuis Porto Rico. J'étais en train de me noyer entre ma morve et mes larmes. Je n'arrivais pas du tout à contrôler mes émotions, j'arrivais pas à contrôler mes sanglots. Je pleurais de façon incontrôlable. Et mon Dieu, la personne à côté de moi, elle a dû dire, mais alors la couse, elle va pas bien du tout. J'ai notamment pleuré pendant une scène. La mère va passer son assiette à sa fille. C'est un geste si anodin, mais pourtant tellement chargé dans la symbolique que, oh là là, vous m'aviez perdu. Dans les événements qui arrivent, rien n'est spectaculaire ou grandiose ou que sais-je, mais tout est blindé de sens, d'intention, de signification, parce que on suit des humains. Alors parlons 2 secondes de Gwan-Sik, ce merveilleux jeune homme qui redéfinit les standards de la masculinité. Il est solide sans être dur, il est présent sans écraser. La scène où il saute du bateau. Oh, et Eun-soon, la personnage principale, cette actrice fait un travail de malade parce que non seulement elle va incarner le personnage principal Eun-soon dans la période adolescente mais aussi dans la période adulte, mais elle incarne aussi sa fille. Sa propre fille. Travail de malade. La série parle aussi beaucoup de la place de la mère dans la famille, dans la société. Et à quel point, en général, les femmes sont importantes. Ça aussi met en valeur et en exergue leur force, leur indispensabilité. Est-ce un mot? Vous m'avez compris. Et ça fait un bien fou de voir mon genre représenté avec tellement de justesse et de respect. Visuellement, la série est bien évidemment magnifique. L'île de Jeju est représentée avec une telle poésie. J'ai jamais foutu les pieds, mais là, mes expectations, elles sont comme ça. Je sais que ça peut paraître exagéré, mais hear me out. J'ai la profonde impression que cette série m'a changé, que ça m'a rendue beaucoup plus douce, beaucoup plus humaine. En petit réalignement intérieur, ça a été une bonne claque, un bon rappel de pose-toi, sois plus attentive, plus douce, partage, observe, remercie. Bref, c'est beau, c'est profond, c'est humain. Et si vous cherchez quelque chose qui vous touche en plein cœur, ne cherchez pas plus loin. Et cette série, je ne sais pas si, franchement, je pense que je vais la regarder une nouvelle fois dans quelques années, quand j'en aurai oublié beaucoup de détails, etc. Parce que je peux pas regarder ça de façon tranquillou bilou pour se détendre. C'est tellement chargé, c'est tellement puissant que ça implique que mes sentiments soient sans dessus-dessous pendant tout le visionnage. Et j'ai pas envie de re-signer pour ça, mais vraiment c'est... j'ai pas les mots quoi. Enfin si, j'ai les mots parce que je viens d'en parler depuis 10 minutes là. On passe maintenant à Lovely Runner. Lovely Runner, c'est une série avec laquelle j'ai eu une love and hate relationship, c'est-à-dire que la première fois que j'ai regardé la série, ça m'a un peu saoulée. Ça m'a un peu saoulée parce que, laissez-moi déjà vous expliquer de quoi ça parle. On va suivre Im-sol qui est une fan de la superstar Sunzea, mais malheureusement Sunzea meurt. Ne vous inquiétez pas, je vous spoil rien, c'est dans les premières 20 minutes du premier épisode. Et du coup, Im-sol veut sauver Sunzea et elle trouve un moyen de remonter dans le temps. Donc pendant toute la série, vous allez avoir plusieurs voyages dans le temps. Et ça peut être assez confusing. Genre, la première fois, je me souviens, j'étais complètement paumée parce que Lovely Runner, c'est la seule série dans toutes les séries dont je vais vous parler qui n'est pas traduite ni en français ni en anglais. Donc on est obligé de suivre la série en coréen avec des sous-titres soit français soit anglais, ce qui implique une concentration extrême et quand vous regardez ça typiquement le soir avant de vous endormir, bah des fois vous loupez des trucs. Littéralement, vous pouvez pas quitter l'écran parce que si vous tournez la tête 5 secondes, il y a moyen que vous loupiez une information. Donc cette frustration-là au début fait que je n'ai pas pu apprécier la série. J'ai rectifié le tir, je l'ai regardé une deuxième fois. Franchement, le scénario est en béton. Il n'y a pas une seule incohérence alors qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est une série archi dense, archi riche en éléments, en détails. Et c'est pour ça qu'un deuxième visionnage a été bénéfique pour moi. Et c'est là que j'ai vraiment pu apprécier la série pour ce qu'elle est. Cette série m'a beaucoup fait penser au film L'Effet Papillon, qui m'a traumatisée quand j'étais gosse. Ce délire de revenir dans le passé pour changer quelques petits détails et espérer que les résultats dans le présent soient différents, etc. etc. Quand j'ai regardé ça en tant que gosse, j'ai été traumatisée parce que du coup ça te fait questionner chacun de tes faits et gestes parce que tu sais que tout a une conséquence, mais tu sais pas si la conséquence est positive ou négative.
Et dans l'effet papillon, le film là, et même dans la série, quand ça ne fonctionne pas, ça veut dire que l'un des êtres que tu aimes va mourir. Ah, c'est pas bon pour la cabessa. Encore une fois, cinématographie, l'image c'est absolument parfait, c'est archi beau. Et là, je ne pouvais pas ne pas mentionner les musiques choisies. Et en plus de ça, vu que l'un des personnages principaux est littéralement un chanteur de K-pop, on a des bangers en termes de chansons. Il y a encore des chansons que j'écoute comme ça randomly. Voilà, très très bonne BO, donc originale, très bonne BO. Parlons maintenant de ma série préférée, 25-21. Pareil, une série que j'ai déjà regardée 2 fois. À l'heure actuelle, c'est mon drama préféré, je n'accepterai aucune critique. Non, bien évidemment je rigole, mais ce drama a une place spéciale dans mon petit cœur d'artichaut. Je pense qu'on a affaire à mon personnage fictif préféré. J'ai nommé Naido. Naido, c'est donc le personnage principal de cette série. Elle est entière, elle est innocente, elle n'est pas du tout, je sais pas comment c'est possible, elle n'est pas du tout impactée par le regard des autres. Que ce soit par la jante masculine, que ce soit par ses amis, etc. Elle est tellement concentrée sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle est, elle se connaît si bien alors qu'elle est si jeune. C'est déroutant et inspirant. Elle est brute, elle est vivante, elle est tout ce que j'aime. Elle fonce, elle tombe, elle se relève, mais c'est pas grave parce qu'elle a dès un très jeune âge compris que tomber, ça voulait dire se relever dans la seconde qui suit. Mais bref, de quoi ça parle? On va suivre la vie d'une jeune escrimeuse qui est encore au lycée, qui s'appelle donc Naido. On va la suivre avec ses amis, on va la suivre avec aussi son love interest, parce qu'il y a une amitié qui va grandir. Et cette amitié, elle grandit avec Yijin. Yijin, c'est aussi un personnage hyper intéressant, c'est un enfant de bonne famille et il va voir sa famille tout perdre. Ils vont tout perdre pendant la crise économique de 1998 en Corée du Sud. Crise économique qui a impacté tellement de Sud-Coréens. Il y a eu une vague massive de chômage, enfin bref, c'était vraiment pas fun. C'est un personnage d'une dignité folle, il est toujours touchant, il est aussi très pudique. Et du coup, on va voir le lien entre Ido et Yijin se développer, s'enrichir. Et c'est tellement beau. Bien évidemment, ils ne sont pas seuls au monde, autour d'eux, il y a une bande d'amis. Je les aime trop. Eux aussi, ils cherchent leur place, eux aussi, ils ont leurs problématiques bien spécifiques. Je dirais même que l'amitié a une place beaucoup plus importante que l'amour dans ce drama. C'est pas un drama romance en tant que tel, c'est un drama, je dirais, coming of age. C'est une série où on les voit transitionner d'enfants à adultes. Les rêves qu'on lâche, ceux qu'on poursuit, les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas au bon moment, les gens qui sont de passage, les gens qui nous élèvent. La musique, encore une fois, incroyable. Je me tape des fois pendant mes road trips direction Pittsburgh, je me tape l'album entier. J'adore. Oh, il y a aussi la relation entre Ido et sa mère qui est compliquée. On a une mère qui est très impliquée dans son travail, qui est du coup pas des masses présentes à la maison, qui est très froide, très sèche. On sent de l'incompréhension, de la distance, alors qu'on sait qu'il y a de l'amour là-dessous. L'escrime, parce que de base, je vous ai dit que Naido, c'est une escrimeuse en herbe. J'attends les prochains JO. J'attends les prochains JO. Comme ça, donnez-moi de l'escrime. Et il y a aussi ce sentiment plein d'amertume tout au long de la série. Parce qu'en tant que spectateur, on sait que ces moments précieux ne vont pas durer toute la vie. En résumé, si vous cherchez un drama qui a une vibe très nostalgique, très bon enfant, de la jeunesse, de la passion et tutti quanti, ne cherchez pas plus loin. Foncez! On passe maintenant à My Name, un tout autre genre, cette fois beaucoup plus sombre, beaucoup plus lourd. La personnage principale va perdre son père dans la première scène, je crois. Il va être assassiné sous ses yeux et il faisait partie d'un gang. On a donc une personnage principale qui est littéralement animée, bouffée, consumée par la rage, par la colère, et du coup, elle va se servir de ça comme moteur pour sa vengeance, et elle va donc littéralement s'entraîner, elle va devenir une machine à tuer. Voilà. Et elle va pousser ça encore plus parce qu'elle va infiltrer la police, parce qu'elle veut impérativement retrouver le coupable, et elle veut lui faire bouffer la poussière. Alors ce drama-là, il est beaucoup plus sombre, comme j'ai déjà dit, mais c'est aussi beaucoup plus violent, donc je suis une titine, hein. J'aime pas du tout la violence, je suis très vite,
Il y a des moments où je skippais. Quand il y avait des scènes de castagne que je pouvais pas encaisser, je skippais. Ne vous inquiétez pas, ça n'enlève rien à ce drama. Et l'actrice principale, je l'ai trouvée hyper bien dans ce rôle parce que je l'avais vue dans Nevertheless. Je l'avais pas, voilà, ça avait pas cassé trois pattes un canard. Enfin, j'avais détesté littéralement ce drama. Mais j'avais rien contre l'actrice principale, à part que, voilà, je trouvais pas son jeu d'actrice formidable. Mais alors là, prouesse! Elle porte la série du début à la fin. Si vous voulez du plot twist à tout va, si vous voulez des histoires de gangsters avec un chouïa de romance, vamos, my name. Et enfin, dernier drama, Move to Heaven. Move to Heaven, c'est, je sais pas comment le qualifier. Ça commence avec Guru, qui est un jeune autiste qui va vivre une tragédie familiale et va se retrouver avec son oncle. Oh là là, et son oncle nous soufflame. Il est imblairable. D'ailleurs, je crois que c'est un ancien détenu et que Guru le connaît à peine. Et ensemble, ils vont reprendre l'entreprise familiale qui s'appelle du coup Move to Heaven. Move to Heaven, ils ont une activité assez particulière. C'est une société qui nettoie les lieux des gens qui sont décédés, mais surtout qui racontent leurs histoires. Dans chaque épisode, et d'ailleurs ça m'a un peu fait penser à la série Six Feet Under, qui est une série américaine qui est une pépitasse. Petite parenthèse, je vous la recommande aussi. Donc oui, dans chaque épisode, on va suivre la vie du défunt à travers du coup les objets qu'ils ont laissés derrière eux. Et à chaque fois, ça brise le cœur. Vous êtes pas prêts? Des personnes mortes seules, des histoires d'amour secrètes, des vies oubliées, des non-dits entre parents et enfants. C'est bouleversant. C'est beau, c'est simple et encore une fois, c'est terriblement humain. Mais je crois que vous avez remarqué, vous avez remarqué que moi, ma vibe, c'est ressentir. Il faut que je ressente de l'émotion, il faut que je chouine, il faut que je rigole, il faut que je... Voilà, on a compris. Ce que j'ai aimé, moi, c'est que ça m'a fait vraiment réfléchir sur qu'est-ce que je laisse derrière moi. Que ce soit mon empreinte digitale, que ce soit les objets que je chéris, même si j'essaie de pas être trop matérialiste, mais aussi les relations. Qu'est-ce que j'en fais? Donc ouais, sur la façon dont je vis, tout simplement. Guru est incroyablement touchant et je pense que la communauté autiste est reconnaissante d'avoir une représentation de la sorte parce que c'est respectable, parce que c'est inspirant et que c'est surtout un personnage à part entière qui est le personnage principal de la série. On aime ce genre de représentation. J'ai aussi bien aimé le développement du tonton, là, qui est une plaie sans nom. Il est quand même mignon. Et il est choupi. Et bah ouais, voilà quoi, j'ai chouiné. Encore une fois, sommes-nous surpris? J'espère que cette petite sélection, cette petite entrée en matière vous aura plu. Si jamais vous testez l'un d'entre eux, n'hésitez pas à me faire un retour. J'adore quand vous me dites Margot en plein dans le mille. Mais j'avoue qu'il y a des fois, vous me dites non, c'est vraiment pas ma tasse de thé, j'ai pas réussi à accrocher. Ah, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est forcez-vous. Forcez-vous, parce que je vous jure que c'est un monde, le monde de la pop culture coréenne, ou même genre, il faut qu'on s'ouvre à d'autres horizons, il faut qu'on s'ouvre à des mondes que l'on ne connaît pas. C'est enrichissant, c'est fascinant. Et encore une fois, je vous rappelle, en commentaire, vous me laissez votre top 5 ou votre top 10 des séries que vous avez préférées de tous les temps. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Merci infiniment de tout votre soutien, de vos likes, de vos partages. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, des kisses!